Bonjour et bienvenue à cette conférence en ligne « Envie de s'installer, quelle démarche ?» Je suis Valérie Lavorel, conseillère transmission à la Chambre d'agriculture sur l'Est des Côtes-d'Armor et je vais être l'animatrice de cette webconférence. La webconférence est organisée dans le cadre de la quinzaine de l'installation-transmission en partenariat avec les organismes du réseau transmission qui comptent aujourd'hui environ une trentaine de partenaires en Bretagne. Donc elle est organisée avec l'équipe régionale transmission de la Chambre. Nous avons préparé 4 webconférences. Donc, la première, c'est aujourd'hui du 22 novembre au 3 décembre. Donc vous retrouverez tout le programme des webconf sur le site transmission-agriculture.com. Il y a également 2 événements en présentiel, les vendredis 29 novembre et vendredi 3 décembre. Ouais. Vont intervenir à cette conférence alors Carl Pierret, conseiller transmission Ouest Côtes-d'Armor. Bonjour. Ronan Simon, donc responsable du marché de l'agriculture au Crédit Mutuel de Bretagne. Oui, bonjour à tous. Anna Le Gall, responsable du marché de l'agriculture au Crédit Agricole. Bonjour. Marina Mahé, conseillère installation. Bonjour. De la Chambre. Bon. Et Anna Thureau, qui est à distance, qui est conseillère transmission sur le nord de l'île-et-Vilaine et qui prendra vos questions. Donc en fait, vous pouvez à tout moment poser vos questions par SMS au numéro qui s'affiche sur les diapos. Il y aura un temps d'échange en environ un quart d'heure avant la fin de cette webconférence. Par contre, nous ne prenons pas de questions, nous ne prenons pas d'appels, que des SMS. Voilà. Alors, lorsqu'on démarre un projet, on ne sait pas toujours par quel bout commencer. Il y a différents organismes qui interviennent sur l'installation agricole. Il y a des abréviations. Parfois, on peut être un petit peu perdu. D'où l'idée de cette webconférence. Nous allons vous proposer une présentation en 3 parties. Tout d'abord, des informations sur la méthodologie pour construire un projet d'installation. Ensuite, on vous présentera les outils et les dispositifs qui existent pour vous accompagner et vous verrez qu'ils sont nombreux. Et enfin, nous aurons un temps d'échange où vous pourrez poser vos questions. Alors, je passe la parole donc à Carl qui va nous présenter quelques éléments méthodologiques. Oui, alors du coup, s'installer comme agriculteur, c'est bien plus qu'un projet professionnel, c'est un projet de vie. Ça concerne le ou les futurs exploitants ou exploitantes, mais aussi leur entourage, leur famille, les amis. Il implique souvent un déménagement pour être au plus près de son exploitation, donc on est vraiment dans un projet de vie. En agriculture, les capitaux à reprendre sont assez importants et en plus, le cycle de production s'inscrit dans le temps long par rapport à d'autres secteurs d'activité. Le délai entre la production et la commercialisation est généralement plus long que dans les autres secteurs. Du coup, ces 2 raisons expliquent que souvent, quand on s'installe, c'est un projet de carrière. Donc, il s'écoule du temps entre l'idée et la concrétisation du projet, généralement entre 1 et plusieurs années. Du coup, ce temps de construction du projet doit être employé pour définir, affiner et même peaufiner tous les aspects du projet. Donc, il y a plusieurs volets à travailler. On va avoir à travailler pourquoi je m'installe, quelles sont mes valeurs, quels sont mes objectifs, est-ce qu'ils sont cohérents avec ceux des autres personnes qui travailleront avec moi, travailler sur les aspects techniques ou technico-économiques, quelle production, quelle surface, choisir les races d'animaux, quel système, quels équipements, quelles alimentations, etc. Il y a aussi les aspects humains qu'il ne faut surtout pas négliger. Donc, qui travaillera sur la structure, quel temps de travail, est-ce que c'est soutenable, comment travaille-t-on à plusieurs, à la fois pour les prises de décision et aussi pour la gestion des éventuels conflits qu'il pourrait y avoir.
s'intéresse aussi à son environnement, au contexte, à l'environnement. Quels sont mes partenaires économiques, mes appuis techniques, à qui je vais acheter mes intrants, à qui je vais vendre mes produits, si je fais de la vente directe, qui sont mes concurrents, qu'est-ce qu'ils vendent, à quel prix. Bien sûr, les aspects économiques et le financement du projet. Est-ce que mon projet va être soutenable? Est-ce que le BE que je vais pouvoir dégager va me permettre à la fois de rembourser mes emprunts de reprise d'investissement et de me rémunérer? Travailler aussi sur les aspects juridiques. Quel statut pour les personnes? Quels droits et devoirs pour chacun? Est-ce que je peux sortir de la société? Si jamais il y a un coup dur ou un échec du projet, comment ça va se passer? Et enfin, sur les aspects réglementaires, à bien travailler aussi, j'insiste notamment sur 2 réglementations qui sont en général incontournables dans les projets d'installation en agriculture. La première, c'est la réglementation d'accès au foncier. Pour exploiter du foncier, il faut à la fois un accord du propriétaire par un bail ou un acte de propriété et aussi une autorisation administrative d'exploiter. Et cette dernière, elle est soumise à concurrence. Et donc, c'est l'administration qui se base sur le schéma directeur régional des structures agricoles pour attribuer l'autorisation aux plus prioritaires. La deuxième réglementation, c'est la réglementation environnement. À partir d'une certaine taille d'élevage, il pourrait être nécessaire d'obtenir un arrêté installation classée protection de l'environnement, ICPE. Enfin voilà, il existe aussi d'autres réglementations sur l'eau, sur l'urbanisme, la libellisation, l'hygiène, etc. Il est important de se renseigner pour savoir quelles réglementations vont être applicables à votre projet. Du coup, tout cela, c'est assez complexe, je vous l'accorde. Parfois, la démarche, elle n'est pas linéaire. On avance, on modifie, on corrige, on revient en arrière. On a parfois des plans B qui peuvent être meilleurs que les plans A. Si j'ai un conseil à vous donner, ça va être de calibrer le projet avant de le mettre en place, surtout pour ne pas s'installer et s'apercevoir qu'on aurait dû faire différemment le projet. Si vous êtes à la recherche d'un site pour vous installer, travaillez toutes ces questions en amont. Ça va vous permettre d'être plus pertinent dans votre recherche en ayant bien défini au préalable vos critères. Être chef d'exploitation, ça demande des compétences dans tous les domaines que j'ai cités, mais pas de panique, il existe des formations, des accompagnements, beaucoup de choses sont disponibles. Il ne faut surtout pas hésiter à solliciter les personnes qui peuvent vous accompagner. Merci Karl pour ta présentation. Donc maintenant, nous allons rentrer dans la deuxième partie de cette conférence sur les outils et les dispositifs d'accompagnement dont vous pouvez bénéficier. Donc je passe la parole à Marina qui va tout d'abord nous présenter le point accueil installation, guichet unique pour tous les porteurs de projets. Donc je vais vous présenter le parcours à l'installation. Pour mener à bien votre projet, il faut s'informer et se former pour bâtir un projet solide. Alors s'informer grâce au PAI, le point accueil installation. C'est un point accueil installation multipartenaire, Chambre, GAB, JA et Agriculture paysanne. Et il faut aussi se former par le biais du 3P, le plan de professionnalisation personnalisé. Et je vais donc vous expliquer tout cela en détail. Alors, tout d'abord, si vous ne souhaitez par la suite retrouver ces informations complémentaires, n'hésitez pas à vous connecter au site www.jemelanceenagriculture.com. Donc, voici la page d'accueil. Donc, en premier, le point accueil installation. C'est le point de départ unique, comme vient de le dire Valérie, pour débuter les démarches à l'installation en agriculture et il s'adresse à tout le monde. Pour information, donc les données 2020, le nombre de contacts était de 2085 pour la région Bretagne, avec comme profil de porteurs de projet 39% de femmes, 61% d'hommes, de tout âge, avec des projets diversifiés. Donc, en effet, le point accueil installation a pour objectif de renseigner et diriger les candidats à l'installation en fonction de sa demande, de son parcours et de son projet. Le point accueil installation s'adresse à tous les porteurs de projets, ceux qui sollicitent les aides ou pas.
Un seul mot d'ordre, par contre, pour réaliser son projet d'installation de manière réfléchie et sereine, c'est d'anticiper. Il faut contacter le point accueil installation 1 à 2 ans avant la date projetée de son installation. Et en pratique, vous avez un appel téléphonique, donc le 08 20 22 29 35, avec des permanences de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez du coup renvoyer un autodiagnostic projet, une fiche d'identité et un CV. Et à l'issue, vous serez contacté pour un entretien projet dans le cadre du 3P. Très bien, Marina, je te laisse poursuivre sur le 3P. Oui, Valérie, après le PAI, c'est le 3P. Donc le plan de professionnalisation personnalisé. Donc il faut s'informer avec le PAI et il faut se former grâce au 3P. Puisque les compétences d'un chef d'exploitation d'entreprise agricole sont nombreuses et diverses. Ainsi, ce dispositif donc, de préparation à l'installation, mis en place par l'État, apporte un accompagnement humain et des possibilités de se former en fonction de vos besoins. Cela permet d'accroître vos compétences et d'aborder sereinement votre futur métier. C'est donc un dispositif national ouvert à tous, sans condition de diplôme, que vous souhaitiez bénéficier ou non des aides à l'installation et quel que soit votre âge. Mais concrètement, en quoi consiste le 3P? Après le PAI, si vous souhaitez aller plus loin, une fois que vous avez rendu l'autodiagnostic, en fonction de votre cheminement dans votre projet d'installation, on vous propose de poursuivre vos démarches et d'intégrer le 3P. Dans les faits, vous allez rencontrer 2 conseillers. Un conseiller donc projet pour votre rendez-vous projet, qui sera qualifié pour l'analyse de votre projet d'installation, et un autre conseiller plutôt qualifié pour l'analyse de vos compétences lors d'un second rendez-vous, le rendez-vous compétences. Le 3P a en effet pour but de vous faire appréhender de manière concrète votre projet, un rétro-planning des démarches liées à l'installation, alerte sur certains délais qu'évoquait Karl notamment, ou démarches spécifiques aux entreprises agricoles, information sur les outils de recherche de foncier, sur les aides à l'installation, définition du parcours de formation avec la réalisation d'un stage de tronc commun qu'on appelle communément le stage 21 heures, obtention de la capacité professionnelle agricole si souhaité, et prescription de stage en exploitation ou de stage parrainage à l'installation. Alors juste un petit focus sur la capacité professionnelle agricole, appelée autrement dans notre jargon CPA. Donc réglementairement, il n'est pas obligatoire de posséder un diplôme pour exercer le métier d'agriculteur, mais une formation agricole et de l'expérience sont néanmoins une garantie importante de réussite et exigée si vous demandez les aides à l'installation. Donc la capacité professionnelle s'obtient grâce à un diplôme de niveau 4, donc bac agricole, complété par un 3P, donc un plan de professionnalisation personnalisé. Le diplôme peut s'obtenir soit par la voie scolaire, apprentissage ou formation pour adultes, soit par la VAE, validation des acquis d'expérience, donc sans diplôme agricole mais avec au moins une année d'expérience professionnelle dans le domaine, ou soit par dérogation auprès de la DRAF. Mais dans ce cas-là, il faut au minimum un certain niveau de formation, donc un niveau bac est exigé, ou alors la reconnaissance de diplôme étranger. Je vais maintenant laisser la parole à Valérie et à Karl. Merci Marina. Juste, je voulais dire aussi la capacité, le diplôme agricole de niveau 4, ça peut être aussi un BPREA. Donc voilà. Alors, donc on a vu les aspects 3P. Maintenant, vous avez peut-être déjà une exploitation ou vous êtes peut-être en recherche d'une exploitation ou enfin d'une reprise où vous recherchez une exploitation qui pourra vous accueillir en tant qu'associé. Je laisse la parole à Karl qui va vous présenter l'outil RDI notamment. Merci. Alors du coup, les chambres d'agriculture gèrent et animent le répertoire départ installation. Donc c'est un outil qui est là pour les cédants et pour les repreneurs et dont l'objectif c'est de mettre en relation les cédants qui n'ont pas de repreneur avec les porteurs de projets qui cherchent à s'installer ou à se réinstaller. Donc en Bretagne, on est 8 conseillers à se répartir le territoire et les annonces sont diffusées sur Internet, sur les journaux, sur le site internet répertoireinstallation.com, sur la page Facebook @répertoire départ installation
et donc sur les journaux. Donc l'inscription elle est gratuite pour les candidats. Si vous repérez une offre qui vous intéresse, n'hésitez pas à appeler le conseiller en charge de l'offre pour en savoir plus. On a rencontré les exploitants et on pourra vous donner plus d'informations, du contexte et vous mettre en relation avec eux si cela vous intéresse. On s'occupe aussi, le RDI s'adresse aussi pour les recherches d'associés. De plus en plus de structures souhaitent accueillir un nouvel associé, soit pour en remplacer un qui s'en va, soit pour se développer. Donc on réalise aussi des offres dans ce cas-là. Donc il ne faut pas négliger cette possibilité d'association. Le RDI, c'est un des moyens pour chercher une structure. Ce n'est pas le seul. N'hésitez pas à faire fonctionner votre réseau, à solliciter les différents organismes, les syndicats, la SAFER, le bouche à oreille, pour visiter le maximum d'exploitations et trouver l'exploitation idéale. Merci Karl. Donc un autre dispositif qui existe une fois qu'on a trouvé l'exploitation sur laquelle on veut s'installer, il s'agit du stage de parrainage, que l'on reprenne une exploitation en individuel ou que l'on veuille s'installer en société. Donc une période de transition est toujours intéressante. On ne reprend pas une exploitation avec une seule ou même 2 visites. Avoir une période de transition, ça permet de bénéficier des compétences de l'exploitant qui s'en va. S'il travaille d'une certaine manière, il y a souvent de très bonnes raisons à ça. Ça permet aussi de connaître l'environnement, de tester l'entente avec les futurs associés s'il y en a, et de profiter de cette période de transition pour affiner le projet. Donc le stage de parrainage, c'est un outil disponible à ce stade. Donc le porteur de projet peut avoir le statut de stagiaire sur l'exploitation, donc c'est 3 mois minimum, 1 an au maximum. On est couvert en cas d'accident du travail. L'indemnité du stagiaire est prise en charge par Pôle emploi ou à défaut par l'État et la région. La charge pour le cédant est bien plus faible que s'il le prenait en salarié. Pour plus de détails sur ce dispositif, je vous invite à suivre un de nos 4 webinaires qui s'appelle Cédant et repreneur, mettre en place une relation gagnant-gagnant et qui aura lieu le 30 novembre à 13h15 ou alors à retrouver sur internet sur le site du réseau de transmission le webinaire sur les stages de parrainage qui avait été réalisé l'an dernier. Merci Karl. Alors une fois que l'on s'est arrêté sur une exploitation, on doit aussi entrer dans la phase de consolidation du projet. Marina, est-ce que tu peux nous expliquer comment un porteur de projet sur la phase suivante, comment il peut être accompagné? Alors la Chambre d'agriculture, experte dans le domaine de l'installation, peut vous accompagner. Déjà, dans la réalisation de votre étude de faisabilité pour connaître la viabilité du projet en amont, de rencontrer les banques, de négocier le coût de reprise avec le cédant notamment. Et ensuite, dans l'accompagnement dans le cadre de l'installation aidée via le PAC installation, donc étude économique finale plus détaillée, plus poussée, avec prise en compte du temps de travail notamment et de l'aspect trésorerie, de l'établissement du plan d'entreprise, donc le document officiel qui sert à solliciter les aides à l'installation pour les moins de 40 ans, et l'accompagnement global dans le dossier administratif, juridique, en collaboration avec votre juriste et le respect du planning. Donc vous serez accompagné par un conseiller d'entreprise qui sera votre interlocuteur privilégié et qui, si nécessaire, vous aiguillera vers des experts, techniciens, environnement, etc. Alors, on ne s'installe pas pour les aides, mais elles existent si on répond aux critères. Comment en bénéficier, Marina ? Alors effectivement, on peut s'installer avec ou sans les aides institutionnelles. Sans les aides, il suffit de créer ou de reprendre une exploitation et de réaliser les démarches administratives requises. Par contre, si l'on souhaite s'installer avec les aides institutionnelles, cela nécessite une démarche particulière. Après, quand on pense installation aidée, on pense souvent à la DJA, donc pour les moins de 40 ans, mais c'est imprécis. En fait, il y a 2 types d'aides suivant son âge. Les aides pour les moins de 40 ans, appelée communément aide JIA, financée par des fonds européens, et l'aide pour les porteurs de projets âgés entre 40 et 50 ans, appelée encore aide SIA, financée par la région Bretagne. Donc, je vais tout d'abord vous présenter les aides pour les moins de 40 ans. Donc, la Bretagne est une région très dynamique au niveau des installations des moins de 40 ans. Comme vous pouvez le voir sur l'écran,
72% des installations des moins de 40 ans sont des installations aidées en Bretagne. Cela représente 437 installations aidées en 2020. On observe une baisse par rapport aux années précédentes, liée au contexte Covid. D'ailleurs, cette année 2021 rattrape ce retard et le dépasse, et on estime à ce jour environ 520 installations aidées pour 2021. Alors l'âge moyen de ces porteurs de projets est de 30 ans environ. Les femmes représentent un quart des installations aidées. 36% des installations sont des installations hors cadre familial et 30% sont en bio. On observe également une diversité des projets. La production laitière reste importante. Elle représente 43% des projets. Les productions de porc et de volaille totalisent chacune 10%, les légumes 6% et le maraîchage 11%. Donc après ce petit focus descriptif sur les types d'installations aidées en Bretagne, je vais maintenant plus détailler les démarches pour y accéder. Donc l'accès aux aides à l'installation pour les moins de 40 ans est soumis au respect de certaines conditions. Donc je ne vais pas toutes les détailler ici, mais je vais quand même vous présenter les principales. Donc les principales, c'est déjà d'avoir la capacité professionnelle agricole, c'est-à-dire diplôme de niveau 4 et 3P validé. Première installation et bien sûr respecter le critère de l'âge, c'est-à-dire avoir entre 18 et 40 ans au moment du dépôt du dossier complet en DDTM. À ces critères propres aux porteurs de projet s'ajoutent les critères du projet. Pour solliciter les aides à l'installation, un dossier administratif est à constituer et une des pièces maîtresses de ce dossier, c'est l'étude économique sur 4 ans. Cette étude doit montrer la viabilité du projet, notamment l'atteinte d'un revenu disponible agricole supérieur à 1 SMIC en année 4, pour l'installation principale et progressive. L'accès au statut JA pour les moins de 40 ans permet, après validation du dossier en CDOA, de bénéficier de la DJA, la dotation jeune agriculteur. C'est une aide allant de 12 à 24 000 euros. 12 000 euros, c'est le montant de base national, et à 24 000, donc suivant les modulations régionales choisies. Quand on s'installe à titre principal, elle est versée en 2 fois, 80% un an environ après l'installation et 20% au bout des 4 ans. Mais la DJA n'est pas le seul avantage lié au statut JA. Effectivement, ce statut permet également des abattements fiscaux pendant 5 ans sur le bénéfice agricole, sur les droits d'enregistrement pour les projets en zone de revitalisation rurale et sur les taxes foncières non bâties. De plus, dans les cadres des appels à projets de type PCAEA, un boni de 10% est accordé sur les investissements éligibles. Enfin, le JA peut obtenir des aides PAC spécifiques sur les 34 premiers hectares pendant 5 ans. Et bénéficier également du prêt d'honneur BRIT de la région Bretagne, accordé principalement aux élevages porcins, de volailles, de vaches allaitantes et aux cervères. La production laitière n'est pas éligible à ce prêt. C'est un prêt à 0%, le montant va de 20 à 50 000 euros. Il est remboursable sur 5 ans maximum, auquel on peut ajouter un différé de 3 ans maximum. Donc là, on a fait le tour pour les aides pour les moins de 40 ans, qu'on appelle communément aide JA. Et pour les plus de 40 ans, il existe l'aide SIA. C'est une aide forfaitaire à l'investissement de 6 000 euros. Pour en bénéficier, il faut justifier d'au moins 30 000 euros d'investissement. De la même manière que pour l'aide JA, l'aide SIA demande le respect de certaines conditions. Pour le porteur de projet, la capacité professionnelle agricole et l'âge notamment. Le porteur de projet doit avoir un âge compris entre 40 et 50 ans. Toutefois, une petite subtilité, il faut avoir déposé son dossier à la région avant son 51e anniversaire. Et pour le projet, il faut également une étude économique qui montre la viabilité du projet, c'est-à-dire l'atteinte d'un résultat disponible agricole supérieur à 1 SMIC en année 4. Il faut également savoir que l'accès à l'aide SIA permet, comme les JA, de solliciter le prêt d'honneur BRIT. Enfin, d'autres aides sont également possibles. Pour tous les porteurs de projets agricoles, des exonérations sociales existent les 5 premières années. De plus, pour les porteurs de projets pouvant avoir le statut avant l'installation de demandeurs d'emploi et sous réserve qu'il leur reste des droits, peuvent prétendre à l'ACRE, l'aide à la reprise et à la création d'activités. Et de nombreuses communautés de communes soutiennent les installations agricoles. Elles octroient ainsi des aides,
mais le montant et les critères d'obtention sont spécifiques et on vous recommande donc de vous renseigner directement. Merci Marina pour cette présentation dense sur la préparation du dossier d'installation. Et maintenant, en fait, donc on va avoir une présentation sur les facteurs importants et les points de vigilance en matière de financement bancaire, qui est quand même le nerf de la guerre. Donc je passe la parole à Ronan et Anna. Merci Valérie. Donc au niveau bancaire, avec Anna, on a préparé un peu notre intervention sur 4 points. Hein. D'ailleurs, que vous voyez à l'écran, le préalable bancaire, on va dire, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, hein, ce qui nous intéresse là. Donc un plan de financement cohérent, les points d'attention, et on finira un peu sur les solutions complémentaires possibles. Karl, je te laisse. Merci. Donc, au niveau préalable bancaire, ce que je voulais surtout mettre en avant, c'est qu'on ne rentre pas directement dans la partie financière des projets. Pour nous, c'est déterminant et primordial de bien connaître le porteur du projet. Quand je dis bien connaître le porteur du projet, ça passe par sa formation, ses expériences, sa motivation, pourquoi il s'installe en agriculture, sur cette activité-là. Est-ce qu'il a bien vu l'équilibre vie privée, vie professionnelle, un peu sa vision un peu du monde agricole de maintenant et de demain. Donc c'est important parce qu'un agriculteur, il fera carrière et il faut qu'on vise qu'il est bien en adéquation avec le projet. Notre seule ambition de ce point-là, c'est vraiment sa réussite dans le projet qu'il va nous présenter, mais du coup dans un second temps. Donc après avoir fait la connaissance du porteur, voilà, on rentre dans la découverte de son projet, d'accord ? À travers les actifs existants, qu'est-ce qu'il reprend, quel est son projet, est-ce qu'il y ajoute quelque chose ou pas, est-ce qu'il y a du foncier ou pas, et de quelle manière il l'exploitera, location, achat, voilà. Comment il va conduire son exploitation, là c'est déterminant aussi, hein. C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est son bébé, ce sera son projet, c'est lui le mettre à bord, donc sa conduite d'exploitation pour nous est primordiale. Par la notion de filière, voilà, quels sont les débouchés qu'il a, coopérative, vente directe, voilà, et est-ce que c'est bien ficelé derrière? Et enfin, dans son projet aussi, voilà, sa vision à moyen terme, comment il se voit dans 3, 4, 5 ans, voire plus. Hein, on est dans un projet de vie, comme l'a signalé Karl dès le départ, donc il faut toujours anticiper et voir assez long devant soi. Et ce n'est que dans un troisième temps là qu'on rentre vraiment dans le projet et sa faisabilité technique, économique et financière. Voilà, on échange avec lui comment il a calculé ses marges brutes, où il en est en termes de rentabilité et surtout est-ce que ça couvre vraiment ses besoins privés. Voilà, qu'il ne faut pas minorer, hein, il se lève pour gagner sa vie, donc les besoins privés doivent être mis en conséquence. Est-ce que vraiment le BE couvre besoins privés, annuités, et qu'il reste une marge de sécurité? Voilà. Donc avec ces préalables bancaires, vous comprendrez bien qu'il est vraiment important d'anticiper. Hein. C'est un peu le maître mot un peu de du thème abordé aujourd'hui, l'anticipation. On n'a jamais trop tôt pour échanger avec la banque. Voilà. Pour poursuivre, Anna, je te donne la parole. Ok, merci. Alors du coup, effectivement, une fois que tous ces préalables sont effectués, le projet se peaufine et se chiffre. Et donc, une fois que le projet est passé à l'étape chiffrée, donc vous échangerez avec nous sur les différents éléments du plan de financement. Donc d'abord, pour commencer, concernant la durée des prêts, il est bien important que celle-ci soit adaptée en fait à la durée d'amortissement du bien financé. Donc à savoir, pour la partie bâtiment, on la financera régulièrement sur 15 ans, pour le matériel d'occasion plutôt sur 5 ans. Du matériel neuf, on pourra aller jusque 7 ans, voire parfois même 10 ans pour tout ce qui est robotisation de traite. Le cheptel sera financé entre 7 et 9 ans et les parts sociales généralement au maximum sur 12 ans. Pour optimiser la gestion de la trésorerie et le bon fonctionnement de son compte exploitation, c'est également important à ce moment-là d'ajuster la périodicité de ces emprunts en fonction des flux que va générer l'activité agricole. Donc effectivement, sur des productions de lait, de porc, on partira plutôt sur des remboursements mensuels. Pour de la production de volailles, on pourra éventuellement partir sur des remboursements trimestriels pour les panneaux en semestre. Et pour des activités dédiées vraiment à une culture, voilà, de biens
de bien faire que la mensualité tombe au moment des rentrées. Ensuite de cela, nous échangerons sur la rentabilité économique du projet, comme disait Ronan tout à l'heure. Donc on échangera notamment sur des notions de prix d'équilibre, à savoir si je prends la production laitière, à quel prix je devrais vendre mon litre de lait pour vraiment équilibrer mon projet et sécuriser mon projet. De quelle marge il restera derrière pour pouvoir financer éventuellement d'autres projets. Donc on fera des zooms sur les prévisions de capacité de remboursement. On regardera également ensemble l'évolution des échéances et on pourra les mettre en parallèle avec d'éventuels projets pour les années qui suivront l'installation. Et enfin, un autre sujet qu'on abordera ensemble concernera la structure du bilan lors de l'installation. C'est-à-dire, on se poserait la question, est-ce que l'exploitation agricole aura une capacité de résistance suffisante pour faire face à une éventuelle conjoncture défavorable ou un investissement pour répondre à de nouvelles réglementations, obligations réglementaires, pardon. Parce que voilà, ce que disait Ronan tout à l'heure, quand on accompagne un agriculteur, on l'accompagne pour sa carrière, donc on doit bien s'assurer de mettre en place toutes les solutions dès l'installation pour vraiment sécuriser le projet et pouvoir être là, même dans des situations plus compliquées. Ok, merci Anna, je continue, je prends la suite. Ça va strictement dans la continuité de ce que tu viens de dire, donc les 3 points d'attention qu'on a souhaité mettre en avant, laisser la place aux imprévus. Donc c'est-à-dire quand on parle d'imprévu, pour laisser de la place aux imprévus, en clair, c'est laisser de la capacité à ajouter un volume d'emprunt ou conserver de la trésorerie disponible justement pour faire face à ces imprévus. Après, qu'est-ce qu'on peut voir, nous, comme imprévu? C'est de la casse matérielle, des investissements incontournables, vraiment, qu'on n'avait pas prévu, mais on est obligé de les mettre. Et dans des fois, certains contextes, des conjonctures qui ne sont pas, on va dire, au beau fixe. Et du coup, on doit démarrer par des recettes qui ne sont pas tout à fait au niveau escompté. Donc, voilà, laisser place aux imprévus, c'est primordial. Deuxième point aussi à surveiller vraiment de très très près, c'est la trésorerie à l'installation dans son développement. Du coup, j'ai mis 3 petits exemples là. Donc, ce qui est assez classique, tout le monde arrive à faire assez facilement, c'est bien visualiser les cycles de production au niveau de son exploitation. Voilà, j'ai parlé des mises en culture qu'on fait au printemps. Il faut prévoir la trésorerie pour financer ces mises en culture là. Voilà. Et c'est tout au long de chaque type de production a son cycle d'exploitation, donc calez votre trésorerie en fonction. Le deuxième point aussi, qu'on le voit à l'installation et dans le développement, c'est prévoir bien comment ça va se passer au niveau des travaux, notamment des travaux bâtiments. Il faut prévoir le temps de construction, le temps d'élevage et le temps de recevoir les premières recettes liées à cette construction de bâtiment. Donc le cas le plus fréquent utilisé par les banques, c'est bien le différé. Voilà, on met le prêt à démarrer quand les premières recettes se font. Et troisième point que j'ai voulu mettre sur la trésorerie, c'est vraiment anticiper les modifications de moyens de production. On le voit souvent quand il y a des modifications de cheptel en lait, par exemple. Voilà, il y a du croix, on le fait par auto-renouvellement ou par achat de bêtes. Donc dans ce cas-là, il faut bien prévoir du financement sous forme de besoin en fonds de roulement, un prêt BFR qu'on appelle, ou de la trésorerie pour financer vraiment ce croix et ces modifications. Donc la trésorerie, c'est primordial à surveiller vraiment comme le lait sur le feu. Et dernier point, on va dire, mais qui est un leitmotiv à l'installation et tout au long de sa carrière, c'est avoir vraiment une vision long terme. Voir comment on se situe ou quel projet on peut avoir à 3, 5, 7 ans. Voilà. Donc il faut laisser, on va dire, de la place vraiment à ces projets de modernisation, à ces projets d'innovation et en conséquence prévoir de la place au niveau du plan de financement pour mettre en place ces nouvelles annuités. Tout ne se fera pas parce que l'agriculture, comme tous les professionnels, on est en perpétuelle adaptation à la conjoncture, à la réglementation, à tant des consommateurs. Voilà, mais il faut vraiment anticiper et se projeter, on va dire, 3, 5, 7 ans. Ok, et donc pour finir avec Ronan, on se disait qu'on vous a parlé jusque-là vraiment de l'accompagnement en financement sur la partie bancaire, mais que c'était également intéressant aussi d'évoquer avec vous les autres sources de financement et d'accompagnement qu'on peut trouver lors de son projet d'installation. Donc tout d'abord, concernant le foncier, il est important de savoir que pour les projets d'installation où le foncier est à acquérir en fait dès le départ avec le projet d'installation, il est possible de faire un portage avec la SAFER.
Donc le principe, la SAFER achète le foncier et le met à disposition. Votre réunion va prendre fin dans 10 minutes. De projet. Et c'est pour une durée de 5 ans, donc renouvelable une fois, ce qui peut porter en fait la durée au maximum à 10 ans. Et à l'issue de cette convention, eh bien, vous achetez le foncier avec un prix qui est fixé déjà à l'avance. Donc ça permet vraiment de sécuriser le projet d'installation, de connaître aussi où on va puisque le prix d'achat est fixé dès l'installation. Une deuxième source d'accompagnement, alors Marina, tu en as parlé tout à l'heure, c'est le prêt BRIT. Donc effectivement, toutes les productions ne sont pas éligibles, mais en porc, vache à lait tendre, veau de boucherie, aviculture et cerf vert, on peut être éligible. Et donc ça permet d'avoir une source de financement à 0%, avec un différé qui est possible et donc qui laisse de la place en fait au démarrage pour pouvoir bien lancer son activité. Enfin, on peut retrouver d'autres sources de financement, les prêts familiaux, dans des installations qui se font dans le cadre familial, ou alors des crédits vendeurs quand l'installation se fait dans le cadre d'une reprise après tiers. Et enfin, pour tous les projets de type alternatif ou avec une partie de vente en circuit court, on peut aussi retrouver des financements participatifs qui se font de plus en plus sur des plateformes de financement participatif. Et donc ça permet de lever des fonds et ça permet également au niveau marketing vraiment de se faire connaître et de faire connaître ses produits. Donc voilà ce qu'on pouvait dire vraiment en résumé sur le financement des projets d'installation. Merci Ronan et merci Anna. Et alors, je vous rappelle que vous pouvez nous interroger en envoyant un SMS au numéro qui s'affiche. Alors, je donne la parole à Annette. Est-ce que, Annette, tu croules sous les questions? Oui, il y a des questions qui arrivent, en effet. Donc, je peux déjà en retenir une, peut-être pour les banques. Quels sont les outils et leviers de financement disponibles pour permettre la reprise d'exploitation d'élevage intense en capitale, qui sont assez caractéristiques dans la région. Donc, cette question, c'est en vue de convertir des exploitations d'élevage vers de la polyculture ou de réduire le cheptel comme préconisé dans les politiques publiques. Donc, voilà, par rapport à des financements pour des projets de passage d'élevage avec des capitaux importants vers des projets plutôt de polyculture. Les sources de financement, on les a vues. Après, les études se font bien entendu au cas par cas. Dès lors qu'il y a des projets, il n'y a jamais deux projets qui se ressemblent. Donc les sources de financement, en fait, elles vont s'adapter au projet. Je ne sais pas, Ronan, si tu vois d'autres... Comme tu le soulignes là, en fin de compte, la question est très large déjà. Ouais. Qu'est-ce que définir une exploitation à capitaux importants? Parce que là, chacun peut avoir sa propre définition. Et en plus, le projet qui est indiqué là, il est spécifique, très particulier. Et nous, dans notre politique, on prend un peu, comme on l'a dit, le porteur du projet, son projet, et derrière, on adapte les financements si le projet est cohérent. Après, il n'y a pas aujourd'hui de spécificité en termes de financement, on va dire, voilà, tel qu'on l'a indiqué. Après, il faudrait peut-être creuser ou que la question soit plus précise, ou alors nous rencontrer sur le cas bien précis si quelqu'un est vraiment sur ce projet-là. D'où l'intérêt de nous rencontrer le plus tôt possible. Désolé, la réponse est un peu évasive, c'est pas pour nous échapper de la question, mais voilà, on ferait vraiment du cas par cas, et projet par projet. Merci. Autre question, donc en cas de reprise d'exploitation vache laitière avec un atelier volaille, peut-on bénéficier du prêt BRIT? Alors, je peux répondre. Au niveau du prêt BRIT, il faut que que l'activité qui permet d'accéder au prêt BRIT soit majoritaire dans la marge brute. Donc, elle représente plus de 50% de la marge brute globale. Donc, si l'activité volaille est prépondérante dans l'étude prévisionnelle de l'installation, effectivement, il pourra solliciter le prêt BRIT. Si ce n'est pas le cas, il ne pourra pas le solliciter. Autre question sur les aides. Est-ce qu'il y a une exonération fiscale pour les plus de 40 ans? L'exonération fiscale, c'est lié au statut JA.
qui est au statut particulier pour ceux qui sollicitent les aides à l'installation aidée qui ont moins de 40 ans. D'accord. Juste, on a eu la question, que veut dire SIA dans les diaporamas? On m'a demandé plusieurs fois la précision. Soutien à l'installation agricole ou à l'investissement agricole. Installation agricole. Merci. Autre question. Existe-t-il des aides quand on achète des bâtiments amiantés et qu'on veut les désamianter? Bonne question. Je peux essayer de répondre. L'amiante, c'est vraiment un sujet important. Donc, en termes d'aide, à ma connaissance, il n'y en a pas aujourd'hui. Mais c'est un vrai sujet puisque aujourd'hui, les bâtiments qui sont à vendre sont très souvent amiantés et le coût de désaimantage peut être très important. Donc pour l'instant, si le bâtiment a toujours une utilité, s'il perdure, on ne tient pas compte de ce coût de désamiantage dans les projets. Mais demain, si le bâtiment a vocation à être détruit, il faut en tenir compte forcément puisque le coût peut être très important. Une dernière question, si c'est possible. Oui, on peut encore prendre une ou deux questions si les réponses sont courtes. Quelles sont les pistes pour avoir accès à des petites surfaces, moins de 10 hectares, quand la majorité des exploitations sont plus grandes que cette surface et qui ont des bâtiments la plupart du temps? Valérie, tu veux répondre à cette question? Des pistes, en fait, il est vrai que l'accès, entre guillemets, à des petits fonciers, on sait bien que c'est quand même une problématique partout en Bretagne. Donc parfois, en fait, il se peut que pour un certain nombre de raisons, par exemple une exploitation, des exploitants en fin de carrière acceptent éventuellement quand il y a un site principal, un site secondaire, ils vont parfois accepter entre guillemets de démanteler. C'est-à-dire que les deux sites se vendront mieux parfois séparément. Donc il faut être à l'affût éventuellement de ce genre de structure. C'est pas évident, c'est aussi de la veille, du réseau, et bien sûr il faut que à un moment donné cela corresponde aussi, que le cédant s'y retrouve également, quoi. Mais effectivement c'est une vraie problématique en Bretagne. Si je peux compléter, du coup, par exemple, au répertoire des parts installations, les exploitants qui sont présents, l'enjeu pour eux, c'est souvent la vente de leur bâtiment. Du coup, à partir du moment où ils ont trouvé une solution pour leur bâtiment, si le repreneur n'est pas intéressé par la totalité du foncier, il y aura forcément un repreneur. La pression foncière est suffisamment importante pour qu'il y ait un repreneur. Donc, à ce moment-là, un porteur de projet qui est intéressé par 5 ou 10 hectares peut intervenir. Mais s'il intervient trop tôt, s'il vient trop tôt, il est possible qu'on lui dise non, puisqu'il ne correspond pas, il n'est pas intéressé par les bâtiments. Donc voilà, le réseau, je pense que c'est la meilleure solution pour trouver ce type de foncier. Très bien, merci Karl. Donc nous arrivons au terme de cette webconférence et merci Annette pour les questions. Donc merci à tous nos intervenants. Vous avez la diapo qui s'affiche, c'est la suite du programme de cette quinzaine. Et par rapport à cette webconf, moi je retiens trois mots-clés: anticiper, formez-vous et puis faites-vous accompagner. Il y a de l'accompagnement et il faut en profiter. Voilà, merci et à bientôt.